Je suis Esther Saint-Ville, présidente de la PAFA. Jean-Luc Galbrin, bénévole au sein de la PAFA. La PAFA et son réseau associatif, le secteur religieux, les partenaires, les entrepreneurs se sont réunis pour aider les victimes du séisme du Grand Sud d'Haïti. Dans le cadre d'une réponse rapide, les associations du réseau de la PAFA sont en lien direct avec leurs partenaires locaux. Parallèlement, nous avons pris contact avec le COUN. Le COUN qui est le Centre d'opération d'urgence nationale qui coordonne les actions aussi bien nationales qu'internationales aux réponses aux victimes du séisme. Ce centre a mis à disposition 2 agents de la protection civile qui accompagnent les actions de la PAFA. Il est rappelé que les actions de la PAFA se veulent des actions concrètes en réponse aux besoins des populations les plus touchées par le séisme. Ceci est permis grâce au réseau de partenaires de la PAFA qui connaissent les besoins des populations et connaissent les modalités d'action adaptées. Nous faisons appel à votre générosité. Les coordonnées bancaires se trouvent en bas de l'écran. Rejoignez-nous. Soyons tous unis pour la reconstruction et le développement en Haïti. Nous comptons tous et toutes sur vous. Comme vous aussi, vous pouvez compter sur nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Téléspectateurs d'H-Live, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'après-séisme du 14 août 2021 dans un partenariat H-Live PAFA. Donc H-Live nous permet à la PAFA de diffuser ce temps de communication, ce temps de parole avec vous, bien sûr, pour vous dire véritablement ce qui se passe sur le terrain, ce que H-Live ce que la PAFA, bien sûr, donc, en partenariat avec H-Live, compte mettre sur pied en Haïti pour pouvoir arriver au plus vite vers tous ceux qui sont dans la précarité du côté d'Haïti, vers tous les sinistrés de ce séisme. Bienvenue à vous. Nous avons donc un joli plateau composé bien sûr par je commence donc la présentation par la présidente de la PAFA, une dame qui se passe de présentation, c'est donc Madame Esther Saint-Ville à qui je dis bonsoir. Bonsoir Sergo, bonsoir auditrices et auditeurs d'H-Live. Bonsoir. Voilà, justement, bonsoir Madame la Présidente. Nous allons recevoir un homme, donc vous présentez un homme, c'est Mackenzie Tout-Puissant, un homme comme je le dis, donc par son nom ça se désigne, donc il est tout-puissant dans ses actions, dans ses engagements, donc dans cette communauté, l'homme qui est partout, qui s'engage, eh bien il est là justement donc sur ce plateau, il est l'ancien, ou du moins c'est l'un des anciens présidents donc de la PAFA, il tient à être là ce soir pour pouvoir porter donc tout son poids dans les initiatives. Bonsoir Sergo, bonsoir Madame la Présidente, et ainsi qu'au plateau que Sergo va nous présenter tout à l'heure. Et je dirais merci à H-Live pour ce partenariat qui permet au réseau de la PAFA, à travers cette émission, de donner le timing des activités des associations. Voilà. Et je sors de cette table pour aller vers l'autre table, une table féminine, pour pouvoir boucler cette présentation, je dirais, féminine. C'est donc Madame Siliona Gerville, Marie-André, qui est présidente de l'association Haïti, ici et de là-bas, donc une association qui
fait des travaux extraordinaires, des activités extraordinaires. Vous aurez donc l'occasion de voir tout ce que donc cette association fait du côté d'Haïti, sur le terrain même d'ailleurs. Hein. Et nous tenons donc à vous la présenter ce soir. Donc Madame Gerville, je peux dire Gerville pour raccourcir un peu. Madame Gerville, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sergo, bonsoir Madame la Présidente de la PAFA, bonsoir Monsieur Mackenzie et bonsoir tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc je pense que nous allons pouvoir vous parler un peu de ce qui se passe en Haïti par rapport au séisme. Par rapport au séisme, il y a beaucoup de choses à dire. Et il n'y a pas que les Haïtiens qui ont donc des choses à dire. Nous avons aussi des amis d'Haïti, hein, donc monsieur qui est donc bénévole à la PAFA, c'est donc monsieur Jean-Luc Galbrun, hein, qui se présentera. Il est donc non seulement bénévole à la PAFA, mais salarié donc de la Coordination Sud. Coordination Sud, une instance qui réunit un max d'ONG. Il va nous dire qui il est, donc rapidement. Bonjour Monsieur Galbrun. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour auditeurs, auditrices. Alors j'ai eu la chance de travailler en Haïti et c'est un pays qui n'est pas indifférent à travers sa culture, à travers son dynamisme. Et c'est vrai que j'ai souhaité poursuivre mes engagements vers ce pays et j'ai eu la chance de croiser après en France la PAFA. Où j'ai souhaité effectivement poursuivre le travail de promotion de ce magnifique pays, même s'il rencontre des difficultés actuellement. Voilà. Et puis parallèlement, effectivement, je suis salarié de Coordination Sud, qui est la coordination des ONG françaises de solidarité internationale, dont est membre également la PAFA. Donc voilà, ce qui permet de faire le lien entre l'ensemble des acteurs. C'est à préciser. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, car nous sommes donc là justement pour parler, pas pour parler de la PAFA, mais pour parler surtout des initiatives qui sont donc prises justement pour pouvoir arriver sur le terrain du côté d'Haïti, aux sinistrés, aux plus démunis en quelque sorte, donc suite au passage de ce séisme. Et juste avant, la question qu'on doit se poser pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc la PAFA, comment peut-on définir la PAFA et ses actions, Madame la Présidente? Je vais juste rajouter, comme Jean-Luc il a précisé que la PAFA était membre de la Coordination Sud, je vais juste préciser que c'est Laureline Roland-Joseph de l'association AMAF qui représente la PAFA au sein de la Coordination Sud. D'accord. Donc la PAFA, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme d'associations franco-haïtiennes. Donc c'est une plateforme qui regroupe plus d'une trentaine d'associations qui sont membres et qui œuvrent pour Haïti. Donc nous les recevons à un espace de travail. Au fur et à mesure, pour l'instant, nous les formons dans le cadre de la recherche de financement. Et toute autre chose, intégration, voilà. Donc maintenant je sais qu'au fur et à mesure on va définir exactement la PAFA. Exactement. Et on n'oublie pas aussi les journées portes ouvertes de la PAFA, des journées annuelles, hein, n'est-ce pas? Oui, ça c'est une activité phare de la PAFA. Donc les activités phares de la PAFA, donc comme vous le savez, donc les journées portes ouvertes. Donc cette année nous avons eu l'occasion de la faire autrement, parce qu'à cause du Covid, nous l'avons fait ici à H-Live, que nous remercions à nouveau. Et les associations ont pu venir parler de leurs activités sur ce plateau. C'était le 13 février dernier. Nous avons aussi une activité qu'on fait chaque année. On participe à la fête de l'humanité, pour ceux qui le connaissent. Donc la prochaine, là, elle va se faire une dernière fois au Bourget, les week-ends du 10 septembre. Exactement. Et depuis cette année, c'est une activité de la PAFA. Donc nous avons été, la PAFA a été présente au Salon de l'Agriculture avec quelques membres. Et donc on pourra éventuellement vous en reparler. Alors, la PAFA a déjà fait ses preuves sur le terrain, n'est-ce pas? De sa création en 2002. En 2002 jusqu'au 13 août 2021, comment a-t-elle toujours été dans ces manifestations, donc justement auprès de la population haïtienne? Je veux bien dire un petit mot, parce que
j'ai eu cet honneur fait par les membres de me désigner président, de m'élire président de la PAFA. Évidemment, c'est comme c'est dit, une structure qui a été créée en 2002, mais dans une dynamique des membres fondateurs de l'époque, parce qu'il y avait une utilité à ce que, auprès des autorités publiques, notamment l'État français et plus directement le ministère des Affaires étrangères, il y avait une nécessité, comme pour d'autres diasporas, d'avoir des fédérations, des plateformes qui puissent être en discussion sur les questions de co-développement. Et je fais aussi un parallèle par rapport à ça, puisque le FORIM, le Forum des organisations internationales issues des migrations, dont j'ai l'honneur de présider pour un mandat de 2019 à 2022, c'est une plateforme, elle, qui regroupe plusieurs fédérations de diaspora, du côté du Mali, du Sénégal, du Vietnam, du Burkina Faso, de la Guinée, du Maroc, voilà, Madagascar. Félicitations d'ailleurs. Donc, et tout ça, c'est aussi grâce à la PAFA, parce que le réseau des Haïtiens a pu être membre fondateur du FORIM. Et c'est à la suite de cette constitution, de ce forum qui regroupe plusieurs diasporas, que les membres fondateurs de la PAFA, donc on peut citer Haïti Développement, ADEL, l'Arche, Maison d'Haïti, et d'autres, 8 associations, le CHF, Collectif Haïti de France, pour Haïti, avec la revue menée par Paul Baron, etc. Ce sont des personnes qui ont, à l'époque, réfléchi avec les autres diasporas pour créer le FORIM, mais en même temps, les Haïtiens, ils ont dit, bon ben nous, on va aussi créer notre plateforme, notre fédération, qui s'appelle la PAFA. Donc c'est pour ça qu'on a cette corrélation, ce parallèle entre la création du FORIM en 2002 et 3 mois après la création de la PAFA. Et je veux encore remercier tout le dynamisme des associations de la communauté et qui a pu faire en sorte que au sein du FORIM, la PAFA a été membre au conseil d'administration, et pour rappeler que le premier président de la PAFA, c'est notre ancien doyen de la communauté, René Benjamin, président de Haïti Développement. D'ailleurs, c'est une association qui manque beaucoup à la communauté, parce que faisait un travail de suivi, d'accompagnement avec les étudiants. Beaucoup d'étudiants de l'époque, maintenant, se sont installés en France, ont pu bénéficier des aides de Haïti Développement. Mais aussi, c'est une structure qui accompagnait nos compatriotes victimes de maladies, notamment maladies transmissibles comme le VIH. Il y avait tout un accompagnement dans les hôpitaux, accompagnement financier, puisque c'est une structure, Haïti Développement, qui était accompagnée par la DAS, précisément. Et ensuite, on a eu leur fils Réjoui, qui a été président de la PAFA. Président de l'Arche, c'est ça? Président de l'Arche, et actuellement président du CORECO, et qui était président de la PAFA. Et j'ai eu l'honneur de succéder en 2007. Et on a maintenant Esther Saint-Ville, Madame la Présidente, qui a pris la relève. Donc c'est pour dire qu'il y a une histoire de cette plateforme, avec des acteurs de l'époque, mais aussi des acteurs de maintenant, avec des associations qui rejoignent la PAFA. Et c'est vrai que la présidente nous a dit, voilà, il y a cet espace qui permet de permettre aux associations de se rencontrer, de discuter, de faire des recherches de financement, de monter des projets. Il faut vraiment, au niveau de la communauté, qu'on entende que la PAFA, c'est pas une association, je dirais, comme une autre, elle crée la synergie entre les associations pour leur permettre de ces espaces de pouvoir travailler ensemble. Elle n'a pas de projet, Madame la Présidente reviendra un peu plus en détail, elle ne fait pas de projet en direct, mais c'est tout ce travail d'accompagnement qui est fait. Formidable. Nous rappelons que la PAFA, c'est une plateforme qui regroupe un ensemble d'associations, n'est-ce pas, franco-haïtiennes, donc son nom l'explique. Une association, pardon, ou du moins une plateforme, n'est-ce pas, qui se retrouve maintenant face à un besoin du côté d'Haïti. Le besoin consiste en quoi? Quand on tient compte du bilan donc, du séisme, plus de 2200 décès, n'est-ce pas, près de 300 blessés et 340 personnes portées disparues.
sans oublier ceux qui sont sans abri, etc. Sans oublier des maisons qui sont donc endommagées, hein, énormément de maisons endommagées, des maisons qui sont aussi détruites. Donc quelque part, il y a du travail sur le terrain et c'est justement pourquoi beaucoup d'entités, n'est-ce pas, beaucoup de groupements sont donc en activité d'une manière donc à ce que donc chacune de ces entités apporte leur pierre dans la chose. La PAFA, comme institution qui fédère, qui regroupe donc un ensemble de ces associations, a le cœur, n'est-ce pas, attristé par ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien savoir, donc le 14 août, donc 2021, 8h29, un séisme de magnitude 7,2 frappe le Grand Sud d'Haïti. Donc le Grand Sud, quand on dit le Grand Sud, on met en évidence donc 3 grands départements, donc la Grand'Anse, l'ENIP, on met donc le département du Sud. Quelles ont été vos réactions, hein, donc les réactions de l'ensemble, n'est-ce pas, de personnes qui coiffent donc cette institution? Quelles ont été vos réactions? Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos ressentis à l'annonce, bien sûr, donc, de ce terrible séisme? Oui, bien sûr, c'est un peu. Alors, tout d'abord, nous étions en réunion du Prausing de formation dont vient de parler Mackenzie Tout-Puissant, et c'est avec les membres qui assistaient à cette formation. C'est comme ça que nous avons appris la nouvelle, parce que c'était pendant l'après-midi. Et donc, effectivement, et immédiatement, hein, tout de suite après, hein, ce qu'on a fait, on a dit, ben, on appelle nos membres pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à toute cette souffrance, et parce qu'on s'est dit, une fois de plus, une fois de trop. Donc immédiatement on a fait le nécessaire. On s'est réunis avec le lendemain, voilà, donc dès le lundi on a eu notre réunion. On a réuni nos associations qu'on a appelées, on les a appelés tous pour savoir ce qu'ils souhaitaient faire, ce qu'ils souhaitaient mettre en place et comment pouvons-nous le faire ensemble. Parce que là c'est vraiment pas de partir dans tous les sens, oui, pour pouvoir travailler ensemble. Oui, il faut fédérer. Voilà, donc du coup, nous avons mis en place pas une plateforme, nous sommes déjà une plateforme. On a appelé des partenaires également, des personnes du secteur religieux, et nous avons eu notre première réunion dès le lundi. Tout de suite. Dès le lundi. Et voilà, donc au fur et à mesure du débat, on dira ce qu'on a pu faire. Alors, justement, tu as parlé des partenaires, donc il y a des partenaires qui sont donc en France, il y en a aussi qui sont en Haïti sur le terrain, n'est-ce pas? Nous tenons à présenter à l'ensemble des téléspectateurs un grand monsieur qui fait un travail extraordinaire dans le Sud, c'est le docteur Clémenceau Lucner que nous aurons tout à l'heure donc au téléphone parce qu'on doit faire aussi sa présentation. Il interviendra pour nous parler concrètement de ce qui se passe sur le terrain. On aura tout à l'heure donc on l'aura donc au téléphone tout à l'heure depuis Haïti, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir nous faire part donc à vif justement ce qui se passe donc sur le terrain et aussi quelles sont les perspectives justement pour pouvoir atteindre les sinistrés quoi, avec les aides. Alors, j'ai une question à poser, je ne sais pas qui c'est qui pourra répondre à cette question. Alors, quand on tient compte donc des difficultés en termes logistiques, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous comptez récolter comme dons? C'est-à-dire quel type de dons que vous priorisez? Dans un premier temps, nous priorisons des dons financiers. Pourquoi? Parce que c'est l'urgence, hein, parce que on a dit qu'on allait intervenir dans l'urgence, et dans l'urgence, c'est pour pouvoir acheter des médicaments sur place, parce que le temps d'acheminer, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que vous n'envoyez pas, vous récoltez pas les dons? Non, c'est parce qu'on ne récolte pas les dons, mais c'est que dans un premier temps, nous priorisons des dons financiers, et ce qui nous permet de vraiment gérer l'urgence, d'acheter les médicaments sur place et de pouvoir envoyer ces fonds directement à nos partenaires locaux. Comme tu viens de le dire, Sergo, nous avons des médecins qui nous accompagnent, et donc ils nous envoient des devis, hein, ils nous envoient, et ça on ne pourra pas le faire avec des envois de conteneurs. C'est pour cela que nous avons lancé cet appel aux dons, pour pouvoir dire voilà, venez, nous avons pu faire le nécessaire en 2010 et nous pouvons encore le faire, et pouvez nous faire confiance, et
et d'ailleurs, on vous le dira au fur et à mesure, parce que les dons que nous avions récoltés en 2010, nous les avons reversés directement aux associations qui ont fait des actions sur place. En urgence. En urgence. Oui, parce que j'ai même parlé des moyens logistiques, parce que pour pouvoir récolter des dons en nature, n'est-ce pas, il faut avoir un moyen de stockage, n'est-ce pas, et ensuite acheminer ça du côté d'Haïti. Et le transport, déjà, ça prend du temps, n'est-ce pas? Et si quelque part vous avez donc des dons, n'est-ce pas, en argent, hein, c'est ça que vous priorisez, et ce serait plus difficile justement de pouvoir non seulement dans l'immédiateté donc de collecter donc ces dons-là, d'envoyer ça sur le terrain rapidement, et ça apportera aussi un petit peu de devise aussi quelque part, hein, ça met de l'eau au moulin donc de ceux du pays en matière financière. Exactement. Donc nous aurons tout à l'heure, comme je disais tantôt, donc Monsieur Clémenceau, hein, qui interviendra par téléphone pour pouvoir nous parler, parce qu'il pour nous parler, parce qu'il est actuellement au CAI. Ah, il est au CAI même, c'est-à-dire dans le sud, justement, il est au cœur donc des événements. Au cœur des événements. Et je tiens à dire que le docteur Clémenceau, il nous accompagne dès le départ. Donc nous avons créé un groupe WhatsApp. Il est avec nous, voilà, il nous donne régulièrement des informations sur ce qui se passe. D'accord. Alors, parlons des gens qui sont donc sur le terrain, parce qu'il y a pas mal d'initiatives donc sur le terrain, des gens qui interviennent à partir des structures, des gens qui interviennent aussi sans structure. La PAFA, dans sa grande structure, a des associations avec lesquelles donc la PAFA travaille, et parmi ces associations, on en a une qui est représentée ici, donc bien sûr par sa présidente, c'est donc Madame Siliona Guerville, de l'association Haïti ici et de là-bas, qui a construit donc un centre de santé. Oui. N'est-ce pas extraordinaire? Comment tu peux nous parler de ce centre avant que je te pose la question qui consiste à savoir comment vous faites face donc justement aux besoins les plus urgents actuellement? Donc actuellement, je présente déjà l'association Haïti ici de là-bas. Donc c'est une association qui est créée depuis 1999. Donc on a travaillé d'abord sur le scolaire, donc sur l'éducation. Et en 2019, nous avons pu nous orientons directement vers la santé, puisque moi je suis de la santé. Infirmière, c'est ça? Donc je suis cadre de santé. Ah, cadre de santé. Donc sur le terrain, donc quand nous avons entendu et nous avons vu, parce que moi je ne pouvais pas croire qu'encore une fois il y avait encore un tremblement de terre en Haïti. Et donc tout de suite, vu qu'on a une structure en Haïti, et aussi une équipe en Haïti, une équipe médicale et paramédicale, donc on a pris contact direct en Haïti pour savoir comment est-ce qu'on allait agir. Et donc par la PAFA, nous avons dit donc il faut mettre quelque chose en place directement, parce qu'on est dans l'urgence. Donc les gens sur place peuvent réagir directement. Et comment faire? Comment faire, ça veut dire il faut trouver de l'argent, il faut trouver des médicaments. Il faut trouver aussi de quoi les aider, parce que les gens n'ont plus rien. Ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils n'ont plus de quoi se laver. Donc le matériel nécessaire pour tout ce qui est hygiène, donc ils n'ont plus. Donc dans notre association, on a réagi de cette manière-là, de dire on va parler aussi de santé et en même temps de la santé corporelle. Donc de santé, donc il y a l'équipe paramédicale et médicale qui a mis en place une action en Haïti. On part dans le sud demain pour aller directement mettre en place une clinique mobile qu'on va mettre sur la ville de Cavaillon, mais dans les 4 sections de Cavaillon. Donc ça veut dire dans les endroits retirés, pas dans la ville même, pas dans le centre-ville. Parce que le centre-ville, on a toujours tendance à aller dans le centre-ville. C'est plus facile d'accès, oui. Alors que les personnes qui sont retirées un peu dans les montagnes, qui ont besoin d'aide, parce que ces personnes-là ne peuvent pas venir à nous, c'est à nous d'aller vers eux. Donc on a pris cette option-là d'aller vers eux. Donc sur le centre, on avait déjà du matériel médical qui était en place en Haïti. On l'a renforcé
C'est pour ça que quand Esther parle de dons financiers, et c'est capital et c'est vraiment primordial, parce qu'on ne peut pas envoyer de containers, ça veut dire qu'il faut acheter sur place. Pour acheter sur place, il faut avoir de l'argent. Oui, c'est sûr. Donc nous, on a pu réagir comme ça, envoyer de l'argent pour que les gens puissent acheter sur place. Et ça, il y a deux effets là-dedans. Il y a aussi pouvoir agir tout de suite et en même temps, l'économie du pays aussi, ça l'aide. Donc Haïti, c'est de là-bas, est sur le terrain avec une équipe de 9 infirmiers, 2 médecins, plus une équipe logistique de 2 personnes. Et aussi, il y a la protection civile qui nous accompagne. La protection civile de la ville de Gressier, de la commune de Gressier, qui nous accompagne avec 2 personnes. Donc, on est vraiment en action et on veut agir vite. Agir vite, ça veut dire c'est... dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence. Pour répondre véritablement aux besoins. On a déjà fait des préparations sur le côté alimentaire. Donc, on a fait des kits. Et dans ces kits, il y a de l'alimentation, il y a aussi, comme je parlais tout à l'heure, des produits de première nécessité pour l'hygiène. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on veut agir pour l'instant. Formidable, j'ai dit chapeau, félicitations donc, à tout ce que vous faites justement sur le terrain. Nous savons très bien combien la santé est importante, combien c'est aussi cher, n'est-ce pas, dans les pays du tiers-monde, donc le pays tel qu'Haïti. J'ai dit chapeau. Et ce qui est important, donc, c'est d'aller, comme on a dit tout à l'heure, dans ces endroits-là. C'est surtout dans ces endroits-là où il y a... Parce qu'il y a toujours une sorte de désertification. Les jeunes ne veulent pas rester dans ces endroits, les plus forts, les plus vaillants. Donc, c'est surtout les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables. Et aller vers eux, ou vers elles, c'est donc très intéressant. Très. Nous avons, bien sûr, donc, Jean-Luc Galbrun, justement... Je suis devant ce monsieur. Je dirais qu'il n'est pas haïtien d'origine. Peut-être tu es haïtien, Jean-Luc. Dis-nous. Disons que j'ai pu découvrir Haïti de très près et effectivement, c'est un pays extrêmement attachant et avec lequel effectivement on souhaite garder un lien fort et on se sent au bout d'un moment solidaire effectivement des difficultés que peut rencontrer ce pays à travers son histoire. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a mis sur la route d'Haïti pour dire, bon, ce pays, je dois lui tendre la main? C'est clair que pour moi, mon engagement... je souhaitais qu'il dépasse un peu les frontières parce que effectivement je pense que c'est important aujourd'hui de vivre dans un monde où on puisse maîtriser un peu toutes les interactions au niveau international et surtout ne pas laisser des zones à l'abandon, des zones où on sait que effectivement les différentes politiques internationales peuvent être influentes, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens également. Donc c'est important que on puisse le faire même d'un pays à l'autre. Et ça c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'effectivement dans différents pays, les diasporas sont de plus en plus nombreuses, notamment la diaspora haïtienne, notamment en France. Et c'est important que des personnes aussi qui sont originaires de la France s'associent aussi à des initiatives de personnes originaires d'autres pays. Ce qu'on doit se rappeler, c'est que tu es salarié donc de la coordination sud. Donc pour ceux qui viennent de se brancher, donc on souhaiterait revenir sur ce que ça représente, la coordination sud. Tu peux rapidement revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Alors coordination sud rassemble à peu près 170 ONG de solidarité internationale, enfin organisations non gouvernementales, associations. Et ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est qu'il y a une grande diversité d'acteurs. Donc on va retrouver des très grosses ONG comme Handicap International, Action contre la faim, mais on va retrouver aussi des petites structures. On parlait tout à l'heure des organisations
issus des migrations. Donc là, c'est des structures qui reposent essentiellement sur le bénévolat. Donc c'est important que ces différents types d'acteurs puissent travailler ensemble de manière coordonnée également. Donc c'est l'objet aussi de Coordination Sud de permettre ce rassemblement d'acteurs et de permettre effectivement à ce que des actions puissent être menées à différents niveaux, certaines avec des gros moyens logistiques, d'autres avec des plus petits moyens mais de manière très ciblée et de manière très pertinente également. Formidable. Nous, moi, au nom de tous les Haïtiens, n'est-ce pas, moi, je te remercie et je remercie l'ensemble de ces organisations qui travaillent, qui œuvrent justement pour pouvoir améliorer donc, la vie, bien sûr, de nos compatriotes, n'est-ce pas. Donc, je dis chapeau, félicitations. Je voudrais, alors, si c'est possible, juste relayer justement une initiative d'une organisation du Val d'Oise, où j'habite justement. Donc c'est une organisation que je connais bien, c'est l'association Solidarité et Vie, donc qui se situe à Cergy, dont le président est le pasteur Desgranges. Alors, cette association a fait le choix, mais de manière complémentaire à ce que fait la PAFA, de collecter des dons. Alors, pas pour envoyer des containers, mais plutôt pour envoyer de manière assez rapide des petites quantités de produits d'hygiène, par exemple, c'est ça? De produits d'hygiène, de fournitures médicales, des articles de première nécessité pouvant permettre aux gens de s'organiser, des tentes, des sacs de couchage, des draps, des serviettes. Voilà, donc là, une collecte qui est organisée au niveau de Cergy. Vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de Solidarité et Vie Haïti. Donc, si vous tapez Solidarité et Vie Haïti, vous pouvez retrouver toutes les informations qui vous expliqueront quels sont les dons qui sont nécessaires et comment vous pouvez les transmettre à cette association. Voilà, qui est en contact avec des compagnies aériennes pour envoyer, comme je l'ai dit, assez rapidement, petite quantité des produits de première nécessité. Merci pour ce clin d'œil. Merci pour ce clin d'œil justement à cette association dirigée par le pasteur Desgranges Moniqueur. On revient sur la question, une question qui a été partiellement touchée tout à l'heure dans l'intervention de Madame André Guerville. Il faut que je précise bien Siliona Guerville, n'est-ce pas? Parce que Guerville, c'est le nom de jeune fille. Siliona, c'est donc le nom d'épouse. Voilà. Ça, c'est à préciser, c'est à respecter. Alors, justement, beaucoup de gens se plaignent donc en disant que les dons n'arrivent pas dans les endroits reculés, des endroits qui sont donc difficiles d'accès. Alors, vous, dans vos actions, qu'est-ce que vous avez prévu justement pour atteindre ces endroits-là? Je ne sais pas qui c'est qui peut répondre à cette question. Je vais, chère madame, par rapport à ce qu'on fait nous, de dire comment on met en place tout cela. On avait pris contact directement avec les ASEC des communes, parce que je pense que ces personnes-là connaissent très bien. ASEC, c'est section rurale. C'est les sections communales. Ah, communales. Ah, d'accord. Et ASEC. Et voilà. Donc on a pris contact justement avec une dame qui est ASEC à Cavaillon, en lui demandant de nous dire à quel endroit on pourrait vraiment aller pour atteindre des personnes qui n'ont jamais reçu quoi que ce soit. Donc c'est cette personne-là qui nous guide dans Cavaillon sur les sections communales pour aller vraiment vers ces personnes-là. Parce que d'aller soigner des personnes qui ont reçu alors qu'il y en a d'autres qui attendent, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est vraiment toucher ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est de cette manière-là qu'on avait fait nous pour pouvoir atteindre ces personnes, parce que quand on arrive, on a toujours tendance à se dire, on arrive de garder son confort, de se dire on est dans la ville, et on va trouver des personnes, alors qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas venir. Et c'est de cette manière-là de prendre des personnes qui sont sur place, qui connaissent bien les régions, qui connaissent bien les petites villes, qui connaissent bien les petits quartiers. Et ces personnes-là nous guident pour accéder à des gens qui ne pourront pas venir vers nous.
D'accord. On souhaiterait donc marquer une petite pause en attendant qu'on trouve le docteur. Si on peut marquer donc une pause pour entrer en communication avec le docteur Clémenceau qui est donc du côté d'Haïti parce que son temps d'intervention est arrivé. Et rappelons à tous ceux qui nous regardent, à tous les téléspectateurs d'H-Live que vous suivez donc cette émission, une émission spéciale, l'émission consacrée bien sûr donc à l'après-séisme du 14 août 2021, séisme de magnitude 7.2 qui a frappé violemment le Grand Sud d'Haïti touchant bien sûr donc 3 départements, l'ANIP, le Sud et la Grand'Anse. La PAFA ici présentant justement donc sur ce plateau, dans cette émission qui est donc le fruit, le produit bien sûr de ce partenariat entre H-Live et la PAFA. C'est destiné justement à vous communiquer, à vous parler de ce que la PAFA met en place pour pouvoir arriver jusqu'à se sinistrer, pour pouvoir justement penser leurs blessures, adoucir leurs maux. Bonsoir, je suis Miss Sterling. Nous sommes au centre de la Providence de Gressier. Nous préparons les kits. Nous représentons l'association Haïti ici et de là-bas. Nous sommes en collaboration avec la RFA ici. Production des femmes actives Haïti. Voilà. Il nous reste. Ok. Hello, madame Wadlen. Madame Wadlen. Ok. Voilà. C'est tout. Merci. Je suis Esther Saint-Ville, présidente de la PAFA. Jean-Luc Galbrin, bénévole au sein de la PAFA. La PAFA et son réseau associatif, le secteur religieux, les partenaires, les entrepreneurs se sont réunis pour aider les victimes du séisme du Grand Sud d'Haïti. Dans le cadre d'une réponse rapide, les associations du réseau de la PAFA sont en lien direct avec leurs partenaires locaux. Parallèlement, nous avons pris contact avec le COUN. Le COUN qui est le centre d'opération d'urgence nationale qui coordonne les actions aussi bien nationales qu'internationales en réponse aux victimes du séisme. Ce centre a mis à disposition 2 agents de la protection civile qui accompagnent les actions de la PAFA. Il est rappelé que les actions de la PAFA se veulent des actions concrètes en réponse aux besoins des populations les plus touchées par le séisme. Ceci est permis grâce au réseau de partenaires de la PAFA qui connaissent les besoins des populations et connaissent les modalités d'action adaptées. Nous faisons appel à votre générosité. Les coordonnées bancaires se trouvent en bas de l'écran. Rejoignez-nous. Soyons tous unis pour la reconstruction et le développement en Haïti. Nous comptons tous et toutes sur vous. Comme vous aussi, vous pouvez compter sur nous. Mesdames et messieurs, de retour bien sûr sur le plateau, rappelons que vous êtes sur H-Live, la chaîne, la première chaîne donc de télévision haïtienne de France, donc cette chaîne qui vous permet bien sûr donc d'avoir ce soir cette émission née de ce partenariat H-Live, la PAFA, justement pour pouvoir se pencher sur les activités post-séisme du côté donc à la suite bien sûr donc du 14 août
où il y a eu ce tremblement de terre qui nous met donc face à 2200 décès, près de 12 300 blessés, 340 personnes qui sont donc portées disparues, pour ne parler que des dégâts humains. Mais en dehors de ces dégâts humains, il y a aussi des dégâts matériels où beaucoup de maisons sont donc détruites, des maisons sont donc endommagées, des maisons qui sont donc endommagées sont au nombre de plusieurs dizaines, n'est-ce pas? Je crois que l'urgence est là, et c'est cette urgence qui a poussé donc ces deux entités, HLAV et PAFA, à mettre sur pied cette émission. Question de vous sensibiliser, donc question de vous parler aussi, de communiquer avec vous, de vous dire ce qu'il en est, de vous dire aussi comment les choses s'activent pour pouvoir atteindre les sinistrés d'Haïti. Une question que j'ai dans la continuité de cette émission, c'est donc une question qui concerne la sécurisation, bien sûr, de l'acheminement de ces dons une fois arrivés en Haïti. C'est vrai, les gens vont cotiser, ils vont contribuer justement, et ils souhaitent aussi et surtout que ces dons arrivent à destination. Et quand on connaît la précarité du pays en termes de sécurité, ma question convient à vous demander, messieurs, dames, est-ce que vous avez donc l'appui, comme Mme Gerville l'a touché tout à l'heure, l'appui de la protection, l'appui plein et entier, donc bien sûr, de la protection civile haïtienne pour éviter tout dérapage, pour éviter donc le détournement et même le pillage, bien sûr, donc des convois? Comme elle l'a dit, Mme Gerville, nous avons, comme tu l'as dit aussi, nous allons avoir le docteur Clémenceau, mis à part les appuis qu'a obtenu Mme Gerville, on a aussi obtenu des appuis par les magistrats d'Aquin, les magistrats de Saint-Louis du Sud, et qui ont aussi envoyé des représentants de la protection civile, justement accompagner l'équipe sur place. Le docteur Clémenceau pourra vous dire deux mots là-dessus. Oui, parce que cette question est posée, c'est par rapport à ce qu'on voit dans les images. On voit c'est dans un bouleversement, dans un tohu-bohu total que les dons arrivent en Haïti et ça n'arrive même pas à destination. En chemin, il y a des gens qui détournent les camions, qui pillent les camions, et on souhaite vraiment savoir si la garantie est là justement pour que ces dons-là arrivent à destination. Oui, c'est vrai ce qu'ils disent à la télé, ce qu'on voit, et c'est une réalité. Pour arriver à destination, il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place. Il y a une association qui nous accompagne sur cette mission qui s'appelle Regroupement des femmes actives d'Haïti, qui a déjà été justement la semaine dernière faire sur une mission à Okaï. Donc ce qu'elle a fait, ce qu'elle a eu, ce qu'elle a obtenu de la ville, des villes. Tu me dis la semaine dernière, c'était après le séisme encore. Juste après le séisme. Donc elle a obtenu de la protection civile d'une part, et aussi une protection policière de ville en ville. Chaque ville mettait en place, donc elle m'a dit qu'elle est partie de Léogane, jusqu'à Grand Goave. Elle avait une protection policière qui accompagnait la protection civile. De Grand Goave, il y a une autre qui a pris, et jusqu'à ce qu'elle est arrivée à destination. Parce qu'elle m'a dit, même avec cette protection-là, il y avait quand même des personnes qui voulaient voir ce qu'il y avait dans le camion. Qui voulaient ouvrir le camion pour voir ce qu'il y avait dedans. Malgré la présence policière. Donc c'est vraiment un problème qui c'est un gros problème pour accéder. Donc ces personnes-là, il y a d'autres personnes, quand on les entend parler, pour savoir pourquoi ils font ça, il y en a d'autres, à ce qui paraît, qui ont eu des problèmes, parce qu'on parle des endroits retirés, qui ont des difficultés et qui n'ont pas été secourus. Donc ils se débrouillent par eux-mêmes. Tu penses que c'est vrai ça? Il y en a qui ont donné ça comme raison. Non, mais bon, on sait qu'il y avait déjà un problème d'insécurité avant le séisme. Je pense que ça a encore ajouté des choses par rapport au problème d'insécurité. Donc, mais sinon, on peut rassurer des personnes que la protection civile et la police accompagnent les associations pour arriver à destination. Et moi, j'ai vu des images, c'est vrai, où les gens disent: ah ben tout passe devant chez nous,
pour aller, donc ça part d'un point A pour aller à un point C, mais celui qui est au point B n'a rien. C'est le prétexte qu'ils ont pris pour dire ah ben, on arrête les camions parce qu'on est donc au point B, on n'a rien, et ça part de A pour aller à C, quoi. Tout à fait, c'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai ça? Mais bon, voilà. On par connaît rapport pas aux échos qu'on a donc de là-bas, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'ils disent. Donc nous, mais je pense que on peut pas dire à cause de, on peut pas donner de raison sur ça, on peut pas donner de crédit sur ça, parce que on sait que les gens dans le sud sont vraiment très touchés. De se dire que on se met en route juste pour faire barrage oui. Sur le secours, pour moi c'est inadmissible. C'est malhonnête, oui. C'est malhonnête. Moi j'ai vu une image où il y avait un jeune homme par terre couché sur quelque chose qu'il a pris de la main d'un monsieur âgé, quoi. Et le monsieur âgé était par-dessus en train d'essayer de tirer la chose, quoi, essayer de donner des coups de poing pour faire céder le jeune homme. Donc c'est vraiment de l'anarchie. Alors on souhaiterait pas que ça arrive jusque-là, même pour vous, même pour la sécurité donc de gens qui acheminent donc cette donnée-là dans les endroits les plus reculés, comme on dit, quoi. Oui, mais ce qu'on nous a conseillé, hein, parce qu'on prend exemple surtout sur des personnes qui sont sur place. On demande des conseils. Ce qu'on nous a conseillé, c'est de faire les choses discrètement. Ne pas discrètement, voilà. Ne pas se dire on part avec une association, ne pas mettre de t-shirt au nom de l'association, d'aller en civil. Et quand on arrive là-bas, on met notre uniforme. Donc de passer discrètement et aussi de prendre des camions fermés, comme ça on ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, donc pour passer. Quelle technique, c'est pas mal quand même. Nous attendons donc la mise en liaison avec le docteur Clémenceau, que nous attendons justement, qui est dans le sud d'Haïti, acteur sur le terrain pour pouvoir donc intervenir donc à l'antenne, intervenir donc sur le plateau, pour pouvoir parler véritablement de ce qui se passe et comment les perspectives sont donc tracées pour acheminer donc les dons justement à destination. Alors, une question, Madame la Présidente. Il y a eu des rencontres avec des instances, je dirais, diplomatiques, consulaires, donc non? Oui, il y en a eu. Nous avons été contactés par l'ambassade d'Haïti. Pour une rencontre avec monsieur l'ambassadeur. Et nous sommes partis le lundi 23 de cette semaine, oui. Voilà, de cette semaine. Et c'était une délégation de cette association qui ont été reçus par monsieur l'ambassadeur. Donc, comme on sait, il reçoit plusieurs associations, plusieurs regroupements. Donc, il a fait part des propositions qu'il souhaitait, les choses qu'il aimerait mettre en place dans la communauté. Et donc, voilà, je sais que Mackenzie voulait dire un mot là-dessus. Oui, bien sûr, il a rencontré les élus, les associations indistinctement, et il nous a dit que nous étions la 15e association et qu'il comptait d'ici la fin de ce mois en recevoir une vingtaine. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez été sollicité par le corps consulaire. Et donc moi, pourquoi j'ai posé cette question, donc j'attends l'intervention de Mackenzie là-dessus. Donc pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de réunions qui ont été réalisées, n'est-ce pas, en ce sens. C'était justement pour savoir si vous avez participé à ces réunions-là, parce qu'il y a des actions aussi qui sont mises en route, n'est-ce pas, pour pouvoir agir de la même manière donc, que la PAFA, et dans le souci d'unification, de centralisation des dons, je crois que ça a été souvent évoqué, mais ce que nous tenons à dire aux gens, c'est que moi je suis pour cette centralisation des choses, mais rappelons que la PAFA
est déjà un réseau. Ça, on doit le signaler, n'est-ce pas? Qui est donc déjà un réseau, qui a déjà, si on veut, sa structure, hein, n'est-ce pas? À la fois ici en France et en Haïti, hein, donc sur le terrain. Nous avons bien vu, bien sûr, tout à l'heure, Mme Guerville qui nous a fait l'étalage du fonctionnement de ce centre de santé, des gens qui sont sur place pour pouvoir intervenir et de la manière, je dirais, la plus sécurisée avec de la protection, etc. Donc cela veut dire que l'action déjà posée, n'est-ce pas? Avec, bien sûr, la PAFA, ça on peut le dire, n'est-ce pas? Nous rappelons que Mme Guerville est membre de la PAFA. Oui, c'est ça, c'est pourquoi je dis l'action déjà, la PAFA est déjà sur le terrain, donc pose déjà des actions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Une petite question, ça concerne Mme Guerville. Est-ce qu'avec son association, qui est donc l'association Haïti, ici et de là-bas, au niveau du fonctionnement de cette association, comment ça se passe? Cette association, nous fonctionnons sur les 2 piliers, donc association en France et en Haïti. Et aussi sur 2 piliers, éducation et santé. Ok. Parce que nous avons une école en Haïti, avec 115 élèves, oui. Et plus le centre de santé. D'accord. Donc, c'est 2 points clés, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Éducation et santé. Éducation et santé. Donc, nous travaillons sur les 2 en même temps, hein, parce que là, il y a la rentrée scolaire qui arrive, et on est en train d'agir aussi sur l'urgence. D'accord. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et une association qui existe, rappelons-le, depuis 1999. J'ai retenu l'année de naissance de l'association. Voilà. Cela fait combien là? Cela fait 21, oui, 21. 22 ans. 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on existe. Formidable. La PAFA. 20 ans, la PAFA fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Voilà. Exactement. Alors, 20 ans de la PAFA, Madame la Présidente, 20 ans porte bien son nom, hein, porte bien son lot d'années aussi quelque part, parce que son lot de difficultés. Donc, toi, tu es membre de la PAFA depuis 2009. On a commencé, mon association, c'est Association d'entraide Action Cœur, ADENAC. Nous œuvrons à la colline d'Aquin, c'est dans un petit village du sud, voilà. Et donc, c'est à ce titre-là que nous sommes devenus membres de la PAFA. Et depuis 2011, et la PAFA, comme vous savez, la PAFA a eu un financement de la Fondation de France de 170 000 €. C'était ce financement qui a été mis en place pour aider les associations membres à être formées pour aller chercher leur propre financement. Et donc du coup, quand j'ai été élue, donc on a créé au sein de la PAFA une commission pour poursuivre, c'est pour la gestion en fait de ce fonds de financement. Et donc nous étions 3, c'est Jacques Nézy, Georges Tiquès et moi-même qui étions là pour mettre en place les formations alors que j'explique, c'était former les membres de la PAFA ici et leur réseau en Haïti. Donc, du coup, on a fait des formations ici en France et des formations en Haïti. Des formations avec le docteur M. Boussico, on a fait des formations à Fond-des-Nègres, on a fait des formations à Gressier. Et ça s'est passé sur 2012 jusqu'à 2014-2015. On a fait des formations. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'à ce jour, il y a des associations qui ont bénéficié de ces formations. Et maintenant, ils nous ont dit, il y en a qui ont eu leur financement dans le cadre du PAOSIM, ils disent maintenant, on sait de quoi on parle. Parce que c'est pas, il y a des associations qui n'avaient jamais déposé de demande de financement auprès des bailleurs, donc ils ont été formés et ça les a permis de déposer leur demande de financement directement, alors soit dans le cadre du programme dont la PAFA est labellisée auprès du FORIM, parce que bon, là je rappelle aussi que ce programme, nous avons encore ce programme qui se termine jusqu'au 13 septembre.
Donc pour les associations qui veulent déposer leur demande, si le projet est bien avancé, bien sûr, moi je dis c'est l'occasion de déposer leur demande. Parce que bon, il y en a qui ne nous connaissent pas. C'est pour vous dire que la PAFA accompagne les associations qui veulent déposer leur dossier dans le cadre du programme de PAOSE. Voilà. Et donc, nous, depuis, ensuite, j'ai succédé en tant que secrétaire général de Romel Jacques. Tu as été secrétaire général? Non, alors, quand j'ai commencé à la PAFA, une fois j'ai été élue, donc j'étais dans ce groupe pour suivre ce programme avec les financements de 170 000 € qui a été donné par la Fondation de France. Ensuite, Romel Jacques, il a démissionné, c'était lui le secrétaire général de la PAFA quand je suis rentrée, parce qu'il avait été réélu. Et donc, du coup, le bureau m'a proposé, à candidater. Devenir secrétaire. Donc, je suis devenue secrétaire générale et secrétaire général de Mackenzie Tout-Puissant, que j'ai eu cet honneur, et donc par la suite j'ai été élue au sein en tant que présidente au sein de la PAFA, et c'était la première femme parce que bon, c'est très bien, c'est pas facile, donc c'est la première fois. En 20 ans, donc il n'y a qu'une femme présidente. Et donc, moi, je vais le dire parce qu'il y a plusieurs associations parce que j'ai été élue il y a quelques années à la tête de la PAFA. Et alors, la PAFA a eu des difficultés, on l'a dit et redit, lors des journées portes ouvertes, ce qui a permis que je sois encore là. Voilà. Alors, une question. Une bonne question à te poser parce que tu as parlé donc d'association membre de la PAFA. Pour devenir membre de la PAFA, que doit faire une association? Alors, à la PAFA, il n'y a que des associations qui sont membres. Donc, c'est être une association. On demande copie des statuts, on demande aussi copie du journal officiel. Et puis, l'adhésion, c'est 50 € pour l'année. Et tout simplement. Vous nous envoyez un mail et puis après on a... Vous faites le nécessaire. Voilà, il n'y a pas d'association recalée, quoi. Une fois qu'on postule, on devient automatiquement membre. Non. Alors, on n'a pas d'association recalée parce que les gens, quand même, ceux qui viennent vers nous, c'est qu'ils nous connaissent. Et on peut dire, même là, parce qu'il y en a qui avaient entendu parler de nous. Et là, il y a eu 2 associations qui sont venues vers nous pour être membres. Parce qu'ils avaient entendu parler de nous, mais ils ne nous connaissaient pas. Donc, je pense que cet élan de solidarité a permis de voir que nous sommes là, les choses que nous avions faites en 2010 et que nous pouvons encore faire. Donc, ils nous font confiance, ils nous ont rejoints et voilà. Formidable. Alors, peut-être parler des activités, de quelques activités de ce que font les associations en ce moment. Juste avant, ce qui est très important pour nous, c'est de savoir comment et où on peut donc apporter ces dons. Alors, apporter les dons, donc les dons financiers. Oui, justement. Nous avons c'est ce que vous priorisez d'ailleurs. Oui, si quelqu'un arrive avec quelques produits, je dirais, d'hygiène, vous allez refuser catégoriquement? On le prend, non, on ne refuse pas catégoriquement, mais ce n'est pas ce qu'on met en avant. Nous avons l'association Michelet François de l'association OCAD qui a mis à notre disposition un local à Aubervilliers, qui a mis le lycée à notre disposition. Donc nous pouvons récolter les dons là et les stocker. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'ambassade il va faire des démarches pour envoyer un vol charter, mais pour l'instant, on n'a pas encore de date. Donc il faut qu'on puisse stocker ces marchandises ces dons de première nécessité avant de... on n'a pas de date là pour l'instant. D'accord. Et pour les dons financiers, donc nous avons un compte urgence. Donc c'est un compte qui a été créé depuis 2010, lors du CIS de 2010. Et donc c'est un compte qu'on active pour ce type d'événement. On l'a activé
c'était Mathieu en 2016. Oui. Et donc là, nous l'avons activé là pour le séisme de 2021. Et donc, je pense qu'on va le mettre tout à l'heure, les numéros de compte que les gens peuvent à tout moment faire leur virement, et puis ces virements qui serviront à aider des associations qui travaillent avec leurs partenaires locaux, tels que l'association de Marie-André. Alors, je dirais même ces dons vont arriver et il n'y aura pas un transport d'argent physique. Ce sera donc par virement, comme tu l'as précisé, donc en Haïti. Et donc de là, les gens pourront donc faire ce qui est nécessaire pour pouvoir acheter donc les produits de nécessité. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc Marie-André l'a fait par le biais de son association. Donc on a acheté des choses qui manquaient parce que, pour le dire, ils avaient déjà du matériel médical sur place. C'est justement, je tiens à préciser, donc, pour que les gens sachent que c'est pas l'argent que la présidente va recevoir pour mettre dans sa poche et qu'elle va oublier et qu'elle va faire ses courses et dépenser. Non, c'est de l'argent qui va donc en Haïti via donc un réseau bancaire, n'est-ce pas? Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons bien dissocié, nous dissocions bien les deux comptes. Il y a le compte de la PAFA, compte courant, et ce compte urgence qui est destiné directement. D'ailleurs, pour le groupe, ils l'ont bien vu. Ça porte bien son nom, n'est-ce pas? Urgence. Oui, c'est compte urgence Haïti. Et donc nous avons présenté ce compte, on l'a mis il était à 0 pour commencer là pour ce séisme. Voilà. Et donc nous avons eu des devis pour acheter dans les pharmacies, tout ça. Donc c'est à cela que ça va servir ces dons. Alors, je me rappelle bien, la PAFA, c'est pas une plateforme qui est là seulement pour intervenir, pour faire de la perfusion à Haïti seulement. Au moment de la Covid, donc la PAFA était très très active pour pouvoir faire des dons, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu peux parler de toutes ces actions. Oui, bien sûr. Donc nous avons, d'ailleurs, nous allons remercier notre partenaire Tropic Food qui avait mis à notre disposition un lieu parce que on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Donc pareil, donc la PAFA, ses associations membres, le secteur religieux, nous nous sommes réunis et nous avons mis en place pour se dire comment venir en aide à la communauté haïtienne. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc pendant 5 mois, on a pu distribuer des kits alimentaires aux personnes démunies, aux jeunes, aux ceux qui étaient isolés, donc à toutes sortes de personnes. Nous avions aussi mis en place un numéro de téléphone pour être à l'écoute de ceux qui le souhaitaient, ceux qui voulaient parler, parce qu'on sait très bien, donc tu le sais aussi, les églises étaient fermées, donc la plupart des personnes ne partaient plus, ils avaient besoin d'être écoutés, donc nous avons mis ça en place. Et on a travaillé aussi avec différents secteurs de la communauté qui sont venus vers nous, qui nous ont apporté des dons. On a été financé par le Forum qui nous a aidé un peu, d'autres partenaires nous ont aidés, nous avons pu acheter des dons. Alors pendant 5 mois, toutes les 2 semaines, on a aidé plus de 700 familles. Parce que voilà, donc plus de 700 familles. Oui, parce que en fait, c'était des kits pour entre 2 et 4 personnes. Et c'était tous les 15 jours qu'on recevait plus d'une 50aine de personnes. Donc faites le compte, c'est pas une personne, c'est une personne qui a 4 enfants et selon ce qu'ils avaient, on donnait un petit peu plus. Voilà. D'ailleurs, quand on s'était arrêté, justement quand il y a eu le confinement là en novembre, et quand il y a eu le reconfinement, il nous a demandé de recommencer, mais bon, ce n'est pas l'activité principale de la PAFA, donc nous n'avions pas souhaité repartir sur ça. Parce que là, vous étiez dans l'urgence aussi, quelque part. On était dans l'urgence, mais bon, voilà. Donc, Alors,
une question que je souhaiterais poser, hein, n'est-ce pas? Peut-être n'importe où, tout le monde peut répondre à cette question-là, hein, parce que les gens parlent souvent d'unité, n'est-ce pas? D'unité déjà dans cette communauté, dans la communauté haïtienne de France. Ils parlent d'unité dans notre diaspora. Quel est justement votre regard vis-à-vis de cette unité réclamée, cette unité justement tant besoin par Haïti en général, par la communauté internationale en particulier, ou par même la communauté donc haïtienne de France en particulier, ou même un petit peu plus général la diaspora haïtienne? Alors, parler d'unité, donc, oui, pour nous, l'unité est là parce que nous avons été rapprochés des différentes, j'ai parlé des partenaires, donc c'est vrai qu'on ne les a pas tous nommés, mais bon, ils sont inscrits là sur le spot. On les verra en fin d'émission. Nous avons eu, premièrement, on parle du séisme là, on a été rapprochés par la Fédération de la diaspora, qui est dirigée par Maudeline Michaud. Nous avons eu une réunion pour mettre ensemble, pour voir comment on pouvait mettre ensemble des choses, d'action. Hein. On a été, lors de cette réunion, hein, il y a eu plusieurs, il y a eu Haïti Futur, leur fils et avec l'Arche, voilà, c'est ça? L'Arche, voilà. Donc du coup, après, en fait, ça s'est passé le lendemain parce que le séisme a eu lieu le samedi, donc 14, on s'est réunis dès le mardi. Voilà, le dimanche 15, et donc nous n'étions pas encore réunis avec le groupe, hein, donc on a souhaité. Et déjà il y avait une cellule, quoi. Voilà, cellule, donc pour suivre ce que nous faisons. Nous avons été rapprochés par MCU, c'est le mouvement pour une candidature unique qui est dirigé, son président c'est Stanley Germain. On a été rapproché aussi par le mouvement de la diaspora qui est parce que le mouvement de la diaspora de Stanley Germain, je sais qu'ils sont en train de se réunir parce qu'ils ont plusieurs antennes un petit peu, pour ceux qui connaissent, à travers le monde, hein, aux États-Unis, en Haïti, donc ils sont en train de faire le nécessaire pour récolter des fonds également. On sait que les besoins sont immenses, hein, donc et c'est bien que l'appel est lancé, on sait qu'on est tous en train de faire quelque chose, on est là, on est unis parce que on travaille tous pour le même but, c'est pour venir aux besoins des victimes d'Haïti. Et je voudrais aussi dire que l'association, la Mouvement pour la diaspora qui est de Wilbert, ils sont en train de s'organiser. On a participé à une réunion avec eux, c'était dimanche dernier. Oui. Ils sont en train de s'organiser pour envoyer un conteneur depuis Curaçao. Depuis Curaçao, donc c'était une réunion en ligne avec plusieurs personnes un peu partout. Donc le premier, ils vont faire plusieurs, mais le premier qui part, il part le 1er septembre de Curaçao. D'accord, parce qu'il y a déjà une structure à Curaçao pour pouvoir acheminer ça. Alors, d'après, moi j'ai été invité par le président Jean Wilbert, hein, qui est il dit que cette structure a été créée il y a 2 ans, et donc ils ont mis en place, parce qu'ils ont plusieurs diasporas un peu partout, ils ont mis en place, c'est la première action. Apparemment, c'est ce qu'ils ont déterminé, peut-être par rapport à, je pense que à la proximité, oui, voilà. Parce que Curaçao, c'est pas trop loin d'Haïti, c'est tout au nord de l'Amérique du Sud, donc c'est la proximité est là, quoi. Voilà, donc c'est sous la direction de Monsieur Joseph Outlook, donc que je félicite. Donc c'est eux qui sont en train de faire le nécessaire là pour envoyer le premier conteneur de ce mouvement le 1er septembre. Et donc puis c'est pour dire que ce qu'on tient à préciser aussi, il y a donc un canal commercial entre Curaçao et Haïti aussi. Voilà. C'est un canal lié comme le monde. Ouais. Voilà, donc je pense qu'ils ont moins de difficultés que nous pour envoyer les dons. Ouais. Alors, donc
on va avancer, mais on attend quand même le docteur Clémenceau. Je tiens à signaler à tous nos téléspectateurs qu'il est très difficile de joindre le docteur Clémenceau, qui est donc dans le sud d'Haïti, donc sud, rappelons-le, frappé. Il y a des émetteurs qui sont donc à terre. Il y a pas mal je dirais, de structures en termes de communication qui sont donc frappées par ce séisme. Nous travaillons donc le couple fortuné de Dash Live, donc travaillons d'arrache-pied pour pouvoir rentrer en contact avec donc, le docteur Clémenceau pour nous, donc nous qui sommes sur Paris. Donc, est-ce qu'on peut opiner déjà sur ce bilan, donc un bilan de 2200 morts, n'est-ce pas, et quand on sait qu'il est difficile d'accéder, donc je m'adresse là à Jean-Luc Galboin, c'est ça, donc quand on sait combien il est difficile d'accéder à certains coins en Haïti, est-ce qu'on ne s'attend pas à ce que ce bilan soit encore beaucoup plus lourd que ce qu'il est aujourd'hui, donc 2200 décès? Bon, c'est clair qu'on risque de découvrir des nouvelles victimes, sans compter qu'effectivement, suite au séisme, il y a une tempête aussi qui a suivi. Oui, la tempête Grasse. La situation sanitaire se dégrade globalement, donc il est possible aussi que il y ait d'autres difficultés qui apparaissent, des maladies, etc. Donc, il y a des personnes blessées aussi qui vont certainement malheureusement mourir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 12 300 blessés. Il y en a qui sont très graves, qui sont à l'antichambre de la mort. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'actions à mener. C'est pour ça que l'action des différentes associations dont on parle est importante, parce qu'il y a du travail malheureusement sur le long terme à faire à différents niveaux, au niveau sanitaire, au niveau hygiène, et puis bien sûr au bout d'un moment au niveau reconstruction. Et ça c'est quelque chose qui sera important aussi d'intégrer, c'est que effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement le fait que Haïti est un pays à risque. Ça, en termes de catastrophe, on le sait. De nouveaux tremblements de terre peuvent avoir lieu. Des cyclones, etc. C'est important qu'effectivement, petit à petit, s'organise une capacité de réponse aux urgences. Voilà, donc ça, je pense que ça sera une étape importante à franchir avec les ONG internationales, avec les ONG locales, avec l'État haïtien, pour que petit à petit se mettent en place des systèmes de réponse aux catastrophes qui puissent effectivement permettre d'agir dans les meilleures conditions. Voilà. J'ai pas envie de vous embarrasser avec cette question. Est-ce qu'on peut toujours rester dans l'urgence quand il s'agit donc d'Haïti face à ces événements-là? Ça peut nous pousser à réfléchir. C'est pas à nous peut-être de porter une réponse, je dirais, définitive, précise, mais est-ce qu'on peut pas réfléchir sur cela? Est-ce que ce pays doit être toujours dans l'urgence face à ces catastrophes, quand on sait très bien que le pays géographiquement est situé dans une zone de précarité, on est sur des failles, zone cyclonique, il y a donc un courant. Quand on voit la trajectoire des cyclones, on voit qu'on est donc dans un courant. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne devraient pas se mettre en place d'une manière permanente pour éviter qu'on soit toujours dans l'urgence? Oui, il y a des choses qui devraient se mettre en place parce que, on prend l'exemple du Japon, c'est un pays, il y a des cyclones qui arrivent tout le temps parce qu'ils ont compris comment qu'il fallait faire, ils ont construit des maisons des abris pour faire face. Et donc, quand il y a des cyclones, il y en a autant en Haïti, quand il y a des cyclones, il n'y a pas beaucoup de dégâts, il n'y a pas autant de dégâts en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu veux dire là-dessus. Je pense que c'est une question qui est très importante, ne serait-ce que pour nous, les associations qui sommes sur le terrain. C'est vrai d'agir tout le temps dans l'urgence. À un certain moment, je ne peux pas dire qu'on est fatigué, mais à un certain moment, il faut réfléchir de comment porter l'aide. Oui. Comment porter l'aide, parce que porter l'aide dans l'urgence, mais après l'urgence, que fait-on? On ne peut pas tout le temps de dire on va solliciter des personnes pour amener de la nourriture, pour amener des soins. Mais après,
comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces personnes-là, même si on peut prendre le peu de personnes. Le peu de personnes, c'est vraiment qu'il y ait des suivis. Notre gros problème en Haïti, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On fait des choses, mais après, on reste tranquille, il n'y a pas de suivi et on attend la suite. On attend le prochain problème. Et là, je pense, comme on sait, là, en 10 ans, hein, je peux dire 10 ans d'écart, on a eu ça. Avec les associations et les autorités, parce qu'on ne peut pas dire les associations aident. On peut dire 11 ans même d'ailleurs. Voilà. 2010, 2011. Voilà. 11 ans après, on est encore dans le même problème et on ne peut pas dire avec des blessures qui ne sont pas refermées d'ailleurs. Voilà. Il faut le dire, parce qu'il y a des maisons, il y a des gens qui n'ont pas pu reconstruire. Donc on était encore dans l'après 2010 qui a laissé des traces et jusqu'à maintenant on voit encore des traces. Et maintenant on est dans 2021 donc il faudrait il faudrait revoir, parce que c'est des choses qui vont encore arriver. On ne pourra pas dire on va encore agir il faut maintenant se poser, de se dire on a fait dans l'urgence là, maintenant il faut agir dans l'urgence, parce qu'il y a une urgence, mais il faut penser à l'après-urgence. Ne pas rester à attendre que le prochain problème qui va arriver, la prochaine catastrophe qui va arriver sur Haïti. C'est maintenant qu'il faut vraiment se poser. En 2010 on ne l'a pas fait, là en 2021 je pense qu'il faut le faire. Et qui c'est qui doit faire ça? Tu peux nous dire, est-ce que c'est l'État haïtien même, ou bien c'est des structures qui sont donc en Haïti? Parce que c'est lourd quand même, hein, parce que ça demande un travail en permanence, un travail à long terme aussi quelque part. Hein? Parce que si on dit par exemple on va stocker de la nourriture, hein, il y a des denrées qui sont certainement périssables, à un certain moment on est obligé soit de vendre ou de donner, etc., pour pouvoir refaire le stock. Il faut toujours rester sur ses gardes. Est-ce que c'est si facile que ça? C'est si facile que ça. Mais je pense. Mais ça nous gêne quand même que nous soyons dans l'urgence et qu'on est comme un mendiant avec son assiette à demander la charité. Mais comme disait si bien Esther, Haïti n'a pas vraiment un problème de tremblement de terre. Haïti a un problème de construit. C'est la construction. C'est la construction qui. C'est la construction et ça, l'impulsion ne peut venir que de l'État. Donc tout ce qui est l'urbanisme, c'est l'État. C'est l'État. Donc nous, on peut accompagner, mais l'impulsion doit venir de l'État. D'ailleurs, il y a... C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut accompagner. Comment l'État peut donner ces impulsions-là, cette directive-là? Déjà de mettre des normes. Haïti, dans les normes de construction, il n'y en a pas. Il faut déjà des normes, de dire il y a des endroits qui sont constructibles et d'autres endroits non. Et pour établir ces normes, tu ne penses pas que l'État, est-ce que les Haïtiens ont suffisamment de moyens, parce que les gens ont besoin d'avoir un toit sur leur tête, est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour choisir les endroits pour construire et de quelle manière qu'ils doivent construire? Et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement de l'État. De se dire les gens n'ont pas de moyens, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes-là à s'abriter? Parce que se dire on n'a pas de moyens, on les laisse faire, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Madame. Là, qu'ils soient formés également sur les normes antisismiques. La formation. Voilà, la formation c'est important. Parce que au sein de notre association, avant même la formation, il ne faut pas qu'il y ait une conscientisation, une sensibilisation. Une sensibilisation pour dire, parce que les gens, formés, il faut savoir l'intérêt de la formation. Hein, on va vous former, mais c'est parce que déjà vous êtes sensibilisés donc sur le danger que ça représente, donc le fait de construire n'importe où. Quoi. Même en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines inondations, c'est parce que les maisons sont construites dans les lits des rivières, des anciens lits des rivières. Parce que les gens ont toujours tendance à oublier ce qui s'est passé 40 ans, 50 ans, mais l'histoire se répète, les choses reviennent. Donc, je crois que c'est un peu ça aussi, Madame Saville. Oui. Parce que ce qu'elle disait, c'est que je vois le cas de l'hôtel là qui est tombé le Mangué. Oui, le Mangué. Qui est tombé, les questions se sont posées en se disant sur la construction, quoi. Voilà. Beaucoup de questions se sont posées parce que lui en plus
C'est le maire, le maire, donc, lui qui devrait établir des normes. Voilà, donc beaucoup de questions se sont posées. C'est pour ça que je dis quand même, il y a l'information. Ce qui est néfaste, c'est qu'il est mort sous son toit, sous le toit de son hôtel. Parce que bon, apparemment c'était... malheureusement. Ah ouais, malheureusement. Donc c'est à penser, c'est à réfléchir, on doit réfléchir, on n'arrête pas de réfléchir. Nous allons marquer donc une pause, parce qu'on est toujours dans cette démarche-là, la démarche de retrouver notre docteur Clémenceau qui se trouve dans le sud d'Haïti, qui est en contact, qui est sur le terrain, qui est en contact avec les sinistrés, qui pourrait nous dire comment ça se passe, etc. Lui qui sonde le terrain, on a besoin d'entendre ces expressions, eh bien, il faut qu'on l'ait avant qu'on mette fin à cette émission. Restez branchés, vous êtes sur H-Live. À tout à l'heure. Je suis Esther Saint-Ville, présidente de la PAFA. Jean-Luc Galbrin, bénévole au sein de la PAFA. La PAFA et son réseau associatif, le secteur religieux, les partenaires, les entrepreneurs se sont réunis pour aider les victimes du séisme du Grand Sud d'Haïti. Dans le cadre d'une réponse rapide, les associations du réseau de la PAFA sont en lien direct avec leurs partenaires locaux. Parallèlement, nous avons pris contact avec le COUN. Le COUN qui est le Centre d'opération d'urgence nationale qui coordonne les actions aussi bien nationales qu'internationales aux réponses aux victimes du séisme. Ce centre a mis à disposition 2 agents de la protection civile qui accompagnent les actions de la PAFA. Il est rappelé que les actions de la PAFA se veulent des actions concrètes en réponse aux besoins des populations les plus touchées par le séisme. Ceci est permis grâce au réseau de partenaires de la PAFA qui connaissent les besoins des populations et connaissent les modalités d'action adaptées. Nous faisons appel à votre générosité. Les coordonnées bancaires se trouvent en bas de l'écran. Rejoignez-nous. Soyons tous unis pour la reconstruction et le développement en Haïti. Nous comptons tous et toutes sur vous. Comme vous aussi, vous pouvez compter sur nous. Chef, justement, donc sur le plateau d'H-Live pour cette émission spéciale consacrée au séisme du 14 août 2021. Donc, émission consacrée à la manière dont on doit arriver justement avec nos aides, avec nos soins vers cette nécessiteux. C'est quand j'emploie le mot sinistré, ça me fait mal au cœur. Je préfère dire ces gens-là qui sont frappés par le sinistré. Ça fait longtemps que j'entends ce mot tout le temps, le mot sinistré, c'est très péjoratif, mais ils sont des sinistrés car ils sont victimes donc bien sûr d'une catastrophe naturelle. C'est comme ça, c'est pas autre chose. Maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire pour pouvoir les sortir de cet état donc de sinistré. Et justement, je crois que le travail c'est le mien, le travail c'est le vôtre, le travail c'est celui aussi de tous ceux qui sont sur ce plateau, c'est celui des associations, de l'ensemble de cet ensemble d'associations qui travaillent avec bien sûr la PAFA. Ils sont au nombre de plusieurs dizaines, parce que j'ai vu au niveau du sport le nombre d'associations, elles sont nombreuses quand même. Oui, nous sommes pour cette activité-là de venir en aide. Voilà, donc les associations membres, il y a aussi des partenaires et nous sommes 43. Ah, quand même. Voilà.
Avec 43 associations, vous faites énormément de choses. 43 associations. Est-ce qu'on ne peut pas on n'aura pas le temps de les citer maintenant? Un petit coucou, un petit clin d'œil donc à l'ensemble de ces acteurs. Non, bon, c'est vrai que c'est soit alors le problème c'est soit on nomme tous, soit on nomme pas du tout parce que bon. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, Madame la Présidente, c'est toi qui décides, Madame la Présidente. Donc, voilà, je les nomme. Ah, tu les nommes quand même. Voilà, Okay. donc je vais en nommer. Là, tu te mouilles là. Hein? Oh, Si tu en oublies, c'est si mort. j'en oublie, je m'en excuse déjà. Voilà. Donc, je voudrais nommer l'association ici de là-bas qui est ici avec nous. Voilà. Qui n'est pas là-bas, mais qui est ici avec nous. Qui est ici avec nous. Voilà. L'association MIO. MIO, c'est une jeune qui nous a rejoint là. Donc, ils ont lancé une cagnotte pour récolter des fonds pour aller dans pour aller mettre en place des activités alors qu'ils ne connaissent pas. Donc, Haïti. Ah, ils ne connaissent pas Haïti? Ils ne connaissent pas du tout Haïti. Donc, voilà. Donc, ils ont lancé leur cagnotte en ligne là, pour pouvoir récolter des fonds pour justement nous permettre de partir là-bas. Donc, Haïti en vie. C'est pas eux qui vont partir. Hein. Alors, c'est une action qu'ils vont faire avec nous. Avec vous. Donc, ça peut être parce que bon, on a le docteur Clémenceau, on a aussi un partenaire. On n'arrive pas à joindre, mais qui est là quand même? On l'a eu tout à l'heure, mais on n'arrive pas à faire la liaison. Voilà, c'est un problème de connexion. Donc, on a un partenaire qui est dans le sud de Okaï, qui s'appelle EFER. Donc, on peut se rapprocher d'eux pour d'autres associations qui veulent. Voilà, donc je profite pour dire que le docteur Clémenceau, il allait en parler, nous sommes en train de planifier une clinique mobile avec l'association OCAD. OCAD, c'est les Collinois d'Aquin, et nous sommes en train de planifier ça aussi avec l'association COSEVBA qui se trouve dans le Vieux-Bourg, qui est dirigé par Anel Zéphir, et OCAD est dirigé par monsieur Joseph Pélissin. Donc, deux amis ça, que je salue. Que je salue et qui est actuellement en Haïti, donc je fais un coucou. Donc il y a quelque chose qui est vraiment en train de se planifier. Nous avons reçu tous les devis pour pouvoir, dès la semaine prochaine, aller du côté de Aquin, du côté de... Oh là là, il ne faut pas que j'oublie le mot. C'est un petit village qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Qui se trouve à Aquin, c'est ça? Oui, c'est une localité qui se trouve à Aquin et dans Saint-Louis du Sud, quelque part qui s'appelle la Sucrerie également, parce que bon, il s'est rapproché des maires, donc pour eux, c'est ces endroits-là qui ont été affectés, qui ont besoin que là où personne n'a été encore. Donc je continue, donc on était à Haïti pour Haïti en vie, qui est du côté de Bordeaux. Haïti pour l'avenir, qui est dirigé par Madame Joseph Emeline, et EPED par Madsen des Augustes, la Maison d'Haïti qui est avec nous également, qui participe à nos réunions, Tropic Food qui est notre partenaire, comme je vous ai dit, qu'il avait mis à, donc je ne dis pas trop. À disposition, voilà. Rêvons pour Haïti, dirigé par Madame Suzette Montperousse. ADPH, Solidarité Sorbonne par Michel Blain. Où est qu'on en parle? C'est avec Jérémy Doll qui nous aide, qui fait tout qui gère notre réseaux sociaux. Kiskeya Nature Bijoux, qui est l'association dirigée par Marie-Michel Legrand, qui fait des bijoux pour aider les jeunes filles en Haïti. Donc je profite pour dire qu'ils ont fait des envois de kits alimentaires là pour le séisme, pour aider ces jeunes filles. Ils ont une équipe là qui est sur place, donc malheureusement on n'a pas pu avoir les photos, mais bon, il y a quelque chose qui se fait avec eux aussi. Cadasso, qui est dirigé par Jimitri, donc ce sont des jeunes associations qui nous ont rejoints et ils sont en train de justement proposer une formation sur tout ce qui est des normes pour avant que les gens aillent construire. Les normes parasismiques. Voilà. ADENA, qui est l'association fondée par moi-même, Association d'entraide d'Action Cœur, qui est... Moi-même, c'est qui? C'est Madame Saint-Ville. Madame Saint-Ville. Coup de main pour Haïti. Alors, Coup de main pour Haïti, ils sont en train de faire un travail formidable parce que Coup de main pour Haïti, donc ils sont membres de la PAFA, bien sûr, et ils ont été financés dans le cadre du PRAOSIM de l'année dernière.
Voilà, donc ils n'ont pas pu tout mettre en place, donc c'était prévu qu'ils partent en Haïti. Ils sont prêts, ils sont en train de faire un travail, donc je leur salue aussi. Leur présidente c'est Georges Thérésin. Ajad, c'est leur présidente c'est Agnès Dumas, parce que bon voilà c'est son nom de jeune fille. Et donc ils ont toute une équipe qui ont mis en place des cliniques mobiles sur plusieurs villages, enfin Akin, Saint-Louis du Sud, voilà, donc à travers le docteur Gramont, que je salue, Pêche 509, Gamma, c'est l'association du docteur Bernard. Il y a du monde. Docteur Bernard, le docteur Bernard que nous avions, qui était avec nous pour le premier essai. Donc du coup on a fait appel à lui tout simplement, tout naturellement, parce que lors du tremblement de 2010, donc ils étaient partis avec toute une équipe, une équipe médicale. Développement, alors Bougeons pour Haïti, Marie Saint-Hilaire, ils sont en train de se préparer parce que d'ici septembre, elle est en train de s'organiser pour partir en Haïti, pour mettre en place, bon là ce sont des choses, on n'en parle pas trop parce que c'est pas encore, voilà. Alors le docteur Parole et Action, par le pasteur Level Joisil, voilà, donc FR Haïti qui est notre partenaire au CAI, COSEFBA, Annelle Zéphir, je vais vous en parler, AMC qui est dirigé par Madame Marie-Ange Toussaint, qui a été aussi financée dans le cadre d'une construction à Léogane, dans le Praozim, à PDI, Prune RT, donc c'est notre jeune Genise Pierre qui nous accompagne dans tout ce qui est dans notre programme de génération climat par la fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot et le Forum, donc elle nous accompagne, donc voilà, donc elle accompagne les associations qui souhaitent, surtout les jeunes, donc on fait cet appel parce que il y a eu un premier appel là qui s'est terminé, donc là il va en avoir un là au mois d'ici octobre-novembre, donc préparez-vous les jeunes, si vous avez des programmes, venez nous rejoindre, donc préparez-vous. Alors qu'est-ce que tu entends par jeune dans ce cas-là? Alors les jeunes c'est jusqu'à 35 ans, bien sûr, donc on peut dire qu'on est tous jeunes là. J'allais me lancer mais je peux plus là. Je suis retenu par le poids de mon âge. Voilà. Donc AMAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Loveline qui nous représente au sein de Coordination Sud, Aver, Grosse Production qui nous a rejoint dans cette activité, FA, c'est l'association de Val-de-Marne qui nous a rejoint et qui sont actuellement, ils ont mis des cliniques mobiles actuellement à la ville. Dans une localité qui s'appelle Honoré, et dès la semaine prochaine ils continuent Camp Perrin, plusieurs villages, parce qu'ils ont déjà un hôpital sur place, ils ont des gens sur place, donc ça continue. Donc Famille Je Vous Aime, ils nous ont rejoints, donc je les fais un coucou parce que vraiment ils nous ont rejoints là lors de cette activité de CEIV. Ils nous ont dit qu'ils se préparent à envoyer un conteneur parce qu'ils ont plus de 2 tonnes c'est ce que j'ai entendu dire, de choses en attendant. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment les directives de monsieur l'ambassadeur. Marie Lourdi qui nous a rejoint à travers ces associations qui s'appellent Europe Char d'Avoine, pardon. Donc c'est Haïti autrement, voilà. Et monsieur Esnel Charles, parce que c'est une association de fait, parce qu'on les a beaucoup aidés. Ils nous avaient envoyé des personnes de Saint-Denis qui nous avaient rejoints lors de la distribution des kits alimentaires. Donc ils sont revenus vers nous. Donc là c'est l'association UCSNH. Voilà, qui est dirigée par M. Esnel, Radio Caïmite FM par notre serviteur Sergo Charles, Saveur Créole Plus. Alors, Saveur Créole Plus, donc, je voudrais juste dire 2 mots parce que Saveur Créole Plus est dirigé par Mireille Jeudi. Là, ils ont fait des envois à l'asile dans une localité qui s'appelle des envois de kits alimentaires dans une localité qui s'appelle Bellevue.
Voilà, donc Haïti pour l'avenir, j'ai déjà dit qu'ils font des activités sur Jérémie. Je pense que j'ai tout dit. Donc, voilà, et Saveurs Créoles Plus. Donc, et l'association dirigée par notre radio, c'est une association qui recherche des jeunes pour la production et la scénographie, et l'association Haïti en vie. Haïti et Vie, qui est dirigée par le pasteur moniteur Solidarité. Oui, Haïti en Vie, c'est l'association à Bordeaux, Carl Belmont. Voilà, donc j'espère n'avoir oublié personne. Mais il y a une activité qui se prépare là par Vision Mondiale. Oui, alors je fais un coucou à la radio Vision, un clin d'œil à la radio Vision Mondiale, qui est un partenaire aussi. Donc on a beaucoup de personnes qui reçoivent ces personnes. D'ailleurs, ils ont prévu de faire une émission spéciale séisme le 5, c'est le dimanche 5, et avec Serge, dans le cadre de leur programmation. Ah oui, j'ai oublié l'association MACN, qui d'ailleurs conscience nationale. Voilà, il y a Madame Etiena qui nous a accompagnés, qui était avec notre groupe, qui est dans le groupe et qui nous a accompagnés à l'ambassade d'Haïti. Et donc la radio Vision Mondiale, ils font un barbecue ce week-end, là, le samedi 28 à Sarcelles. Donc voilà, c'est dans le cadre du partenariat qu'on se permet de les nommer. C'est pas pour faire de la pub. C'est pas pour faire de la pub. Donc voilà, donc c'est à Sarcelles. Donc je donne pas l'adresse, mais bon, c'est pour vous dire qu'ils sont là. Il y a un partenariat qui se fait avec OCAD et CAG, voilà. Super. On avait bien raison de dénoncer donc de mettre en exergue donc ces associations pour le travail qui se fait. C'est très bien. Mackenzie. Oui, un complément à Madame la Présidente, parce qu'il y a un nouveau partenariat qui s'est construit, c'est avec notre traiteur Saveurs Créoles 509. Parce que là, il était question tout à l'heure de Saveurs Créoles Plus. Là, c'est Saveurs Créoles 509 de la chef Carline Irantus. Madame la Présidente avait parlé tout à l'heure de nos activités depuis 2010 d'ailleurs, sur l'événement de la fête de l'humanité où on participe au village du monde au niveau de la PAFA, où on représente la culture haïtienne et puis sous toutes ses formes culinaires, mais aussi on a pu avoir l'occasion de faire des débats. Et pour cette édition de cette année, donc 10, 11 et 12 septembre, la Courneuve de Bourget, c'est bientôt. Donc Saveurs Créoles 509, Carline Irantus va nous apporter son appui, parce qu'il y a des stands qui sont inaugurés en amont de la fête, et dans ce cadre-là, elle a accepté d'offrir ses services pour l'inauguration du stand du Parti communiste de la Seine-Saint-Denis, où les bénéfices seront reversés dans le fonds Urgence Haïti. Donc merci à Carline de nous offrir ses services. On connaît sa qualité de prestation pour mettre le plus haut possible l'art culinaire haïtien. Voilà. Eh bien, nous remercions toutes ces associations pour ces actions convergées, parce que c'est donc très important, parce qu'il est question, c'est juste on veut dire aux gens qu'on n'est pas si divisé que ça quand même. On n'est pas si divisé, donc il y a de la convergence entre nous. Eh bien, que cela aille à bon port, jusqu'à destination, jusqu'à Haïti, jusqu'au Grand Sud, justement pour toucher les plus vulnérables, les plus sinistrés justement donc par ce séisme. On va faire, parce que bon, on n'a pas pu trouver donc notre docteur Clémenceau, donc ce qui est dommage. On va clore l'émission, on va fermer l'émission, mais on va faire un petit tour de table, question de conclure. Chacun aura ses mots de remerciement, son petit mot, je dirais, final. On commence par qui? Je termine par la présidente. Je termine par la présidente. Oui, tu as raison. Je commence par une femme, honneur donc une femme, c'est Madame, bien sûr, Garville Siliana Ariandé.
Oui, donc je tenais à remercier H-Live. Je remercie aussi PAFA pour l'action qu'on mène en Haïti ensemble. Et je remercie tous ceux qui ont pris patience pour attendre l'émission et qui prennent tout ça à cœur aussi, parce que nous sommes tous ensemble pour aider Haïti. Comme on dit en Haïti, on ne doit pas manger cadalou. Donc c'est bien évident. C'est justement mais en piche à Ibalou. Donc il faut vraiment qu'on mette tout ensemble pour arriver, pour connaître notre pays. C'est notre pays, de toute façon, comme on dit, hein, sur notre association Haïti ici et de là-bas, c'est pour ça qu'on dit, nous qui sommes en France, nous venons de là-bas. Donc ça veut dire que notre racine, si on n'a pas de racine, on ne peut pas pousser. Absolument. Donc on a besoin de vous pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Formidable. Non seulement qu'on ne peut pas pousser, on ne peut pas rester en vie non plus. Tout à fait. Une plante sans racine est destinée à mourir. Donc, mon cher ami Galbrun Jean-Luc, ça a été pour nous donc un grand plaisir donc que tu sois des nôtres pour partager, je dirais, cet instant. On souhaitait nous réunir dans une ambiance beaucoup plus festive, mais la circonstance nous oblige à se réunir dans une telle circonstance. Merci d'avoir partagé cette circonstance avec nous. Et puis, quelques mots justement pour pouvoir conclure et terminer ta présence, ton passage à H-Live TV. Je voudrais terminer peut-être sur une note d'espoir, parce que si on prend du recul aussi, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui évoluent en Haïti. Alors en Haïti au sens large, avec tous les acteurs haïtiens, qu'ils soient nationaux ou internationaux, en Haïti, à l'extérieur, en France ou ailleurs. Et on voit quand même une structuration de ces organisations. On voit une montée en puissance des acteurs de la société civile. Voilà, notamment en France à travers la PAFA, mais aussi en Haïti à travers les partenaires sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est quand même un souffle important qui est vraiment une note d'espoir et qui est peut-être un gage d'un avenir un peu plus reluisant pour Haïti. Voilà, parce que n'oublions pas que c'est un pays formidablement dynamique, avec des gens qui se battent au quotidien. C'est un pays avec une culture forte. On a parlé cuisine, on n'a pas parlé des arts, mais il y a beaucoup de choses qui se font en Haïti, et en tout cas je dis bravo à toutes ces associations, et je pense que c'est en grande partie l'avenir d'Haïti. Merci beaucoup, cher ami. Rappelons que tu es bénévole à la PAFA et salarié de la coordination Sud, qui regroupe un maximum d'ONG, donc ne cessons pas de le dire. Merci beaucoup, mon cher ami tout-puissant. Donc, toi, tu me dis que tu es un ancien président, mais un ancien président qui est toujours là, qui n'est plus président, certes, mais qui offre toujours son service à cette instance, à la plateforme. Toujours aux côtés donc de sa présidente, n'est-ce pas, de celle qui l'a succédé. Moi je dis chapeau, n'est-ce pas? Quel exemple pour nos présidents. Voilà. Oui, il faut pas abandonner le navire, c'est la dynamique, et puis je dois à la présidente, et je dois à la PAFA, et je dois à la communauté tout le parcours que j'ai aussi, que je fais au sein des différentes structures sur les questions de solidarité internationale. Donc je disais tout à l'heure que j'étais président du Forim, j'ai été administrateur pour la PAFA du Forim, je suis l'actuel président, et il faut vraiment que la communauté haïtienne soit fière, pas par rapport à Mackenzie, mais le fait que cette plateforme qui regroupe plusieurs diasporas, et j'ai pas cité tous les noms, mais on a des choses qui arrivent. Vous pouvez aller regarder sur le site internet www.forim.net pour voir toutes les activités, toutes les diasporas qu'elle rassemble, parce que c'est une structure qui a des contacts, je dirais, aussi bien des élus locaux, des politiques au niveau local, que au niveau départemental, régional, national,
en passant par Matignon et jusqu'à l'Élysée et dans les organisations des pays d'origine. Et dans quelques jours, j'ai, pour donner exemple, la venue du Premier ministre de la République du Congo-Brazzaville, et le Forum aura une rencontre avec le Premier ministre et la structure qui rassemble ces associations de la diaspora du Congo-Brazzaville. Donc voilà, c'est pour dire que c'est une structure qui avance et qui a même ce qu'on appelle des espaces de dialogue au niveau de l'ONU. Donc soyons fiers parce que vous avez, à travers moi, mais c'est que passager, un Haïtien qui est dans ces niveaux de représentation et qui amène bien sûr qui dirige cette structure. Voilà la structure, mais chaque Haïtien, c'est pour ça que je le dis pas, c'est pas pour moi, parce que je remercie la communauté, je remercie la PAFA, parce que c'est grâce à elle que j'accède à ces différentes responsabilités, mais soyons-en fiers, comme nous pouvons être fiers qu'on ait différents sportifs, de personnalités politiques, de la communauté qui grimpent, et donc ça c'est un apport supplémentaire. Je voudrais juste terminer par deux mots. Le premier, c'est de remercier Elsa. Elsa, mon épouse, parce que elle sait que je suis un homme engagé sur plusieurs points, et je voudrais la remercier parce que je sais que c'est pas facile, mais même si de temps en temps elle tire un peu le mais voilà, elle a un homme, un mari qui est engagé et qui donne de sa personne, et voilà, il faut subir tout ça parce que l'engagement c'est aussi ça. Je pense que ce soit pour Jean-Luc, que ce soit pour Marie-André, pour Esther la présidente, pour toi Sergo, pour toute l'équipe d'Ashlive, voilà, ce sont des temps d'engagement qui sont importants, et c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, il faut que dans une situation que tout cela soit entendu. Et enfin, je voudrais terminer pour remercier le travail de la présidente Esther Saint-Ville, la présidente de la PAFA, parce que je sais, régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais parfois quand c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour, parce qu'elle travaille beaucoup. Elle appelle les associations. Comme vous avez pu le constater, sur chaque association qu'elle a nommée, elle a pu dire quel était le président, la présidente, et quel était le projet qui était derrière. Et voilà, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, et tout ça c'est du temps, parce qu'il faut passer du temps avec chaque individu pour bien comprendre ce que la personne, ce que la structure elle a envie de faire. Donc je voudrais la saluer, la remercier pour ce travail-là, et on sait que il faut du temps, et c'est pas facile. Félicitations. Voilà. Et enfin, c'est de pouvoir donner un rendez-vous supplémentaire, mais j'anticipe un petit peu probablement ce que va dire la présidente, parce que on est dans une situation où on est au début de quelque chose de malheureux qui est arrivé à notre pays d'origine. C'est bien de dire ce qu'on fait, à quel moment on le fait, avec qui on le fait. Parce que j'ai eu des absences sur le plateau, mais la plupart du temps, un certain nombre de personnes de la communauté, ils ont tendance à tout mettre dans un même panier, à dire oui, les associations, globaliser, stigmatiser. Oui, voilà, stigmatiser un petit peu les gens. Je pense qu'il faut que chacune et chacun prenne le temps de se renseigner auprès de chaque association, auprès de chaque responsable, de voir vraiment ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la PAFA fait la journée portes ouvertes des associations franco-haïtiennes. C'est un forum des associations, et d'ailleurs, dans les collectivités locales, dès le week-end prochain, le week-end d'après, le week-end suivant, vous avez le forum des associations qui permet à chaque structure d'expliquer, de dire ce qu'elle fait, comment elle le fait, s'il y a besoin de bénévoles, de recruter des bénévoles. Depuis 2003, la PAFA est rentrée dans cette dynamique de faire cette journée portes ouvertes, de faire ce forum. Je dirais même par rapport aux collectivités que la PAFA avait déjà fait ça. C'est de pouvoir permettre à chaque association dans la communauté, membre ou pas de la PAFA, de pouvoir présenter ses activités, parce qu'on sait qu'on est souvent victime de
un tel a fait. Dès qu'il s'agit d'argent, de corps, de ceci, j'ai l'impression que... et pourtant, on se rend bien compte que chaque membre, chaque président d'association, en tout cas ceux qui sont autour du réseau de la PAFA, font un travail sérieux. Il y a des comptes rendus, Madame la Présidente, on a donné un certain nombre d'éléments, les choses sont là, donc il faut faire confiance pour pouvoir avancer, et je pense que, et j'espère que H-Live nous permettra une nouvelle fois à ce que la PAFA puisse revenir pour donner une étape de tout ce que Madame la Présidente a pu présenter durant cette émission. Et j'en termine là. Formidable. Merci beaucoup, Monsieur Tout-Puissant Mackenzie, pour ces mots, et puis pour ce que tu fais aussi, donc cette perspective de représentativité, bien sûr, donc non seulement, je dirais, d'Haïti, de la communauté, mais d'Haïti aussi, donc d'être aussi même au service des autres, parce que quand on reste tout sectariste, donc c'est pas trop bon, donc il faut quand même s'ouvrir, parce qu'avant tout on a donc une mission, notre mission, je dirais planétaire, n'est-ce pas, donc on doit se considérer comme étant chacun citoyen du monde au lieu de se dire citoyen d'un pays ou d'une localité. Madame Esther Saint-Ville. Oui, elle m'a demandé... Elle a demandé de dire quelques 30 mots. secondes pour que je puisse remercier les membres de l'association Haïti ici et de là-bas qui travaillent avec moi sur ce projet en France, et aussi remercier ceux qui sont en Haïti, surtout ceux qui sont sur le terrain là, qui sont en train de travailler, et je sais que c'est très difficile, donc je les remercie parce qu'ils font un travail énorme, toute l'équipe haïtienne, et je remercie tous ceux qui nous soutiennent, l'église Assemblée du Saint-Esprit, donc je remercie la chorale de l'Assemblée du Saint-Esprit, tous ceux qui nous soutiennent et vraiment qui sont là autour de nous, c'est pour ça qu'on a pu agir aussi vite. Super. Voilà. Merci à eux. Madame la Présidente, voilà. Donc moi je voudrais quelques mots et conclusion. Remercier le restaurant aux ananas, remercier l'équipe d'H-Live qui a permis la réalisation de cette émission, toute l'équipe, et remercier Mackenzie Puissant parce que c'est un soutien, donc c'est administrateur de la PAFA, et tous, sans lui, tout cela, parce que bon, c'est le communicant, c'est le réseau, c'est voilà, donc tout cela n'aurait pas été possible sans lui, donc je voudrais le remercier, c'est vraiment il n'y a pas de mots en fait, donc je voudrais remercier toute l'équipe qui est avec moi, parce que bon, j'ai Michel, Jolin, voilà, donc toute cette équipe qui travaille, on est là, on anime les réunions, et sans eux aussi, parce que bon, vous comprenez bien, tout ce travail je ne peux pas le faire seul, et donc c'est ces gens-là qui m'accompagnent, et je voudrais leur dire merci. Et je voudrais remercier toutes les associations, tous ces partenaires qui sont venus spontanément vers nous, qui nous font confiance, et leur dire que ce n'est pas terminé. Comme c'est un premier jet, donc nous sommes vraiment c'est la première semaine, et donc nous reviendrons vers H-Live pour voir quand est-ce qu'on aura une autre émission, et surtout, donc pour ceux qui le demandent, parce que bon, on entend dire des choses aussi, pouvoir donner un bilan aussi par rapport au séisme de 2002. Oui, parce que les gens se plaignent, donc on n'a pas pris la question là, mais on n'y a pas touché, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, donc ils disent ouais, on a donné, on a fait ci, on a fait ça, mais on n'a pas de rapport, on n'a rien, etc. Mais je sais que H-Live, pardon, donc la PAFA, la PAFA a des éléments pour pouvoir donc justifier ses actions donc, à la suite de 2010. Merci à Cerveau d'avoir été présent, disponible pour nous, et c'était vraiment un moment agréable en fait pour pouvoir parler de toutes ces choses, parce que bon, on n'a pas pu inviter tout le monde, mais les quelques voix qui étaient là, donc ils ont pu dire un petit peu ce qu'ils ressentaient. Merci à vous. Je peux dire que c'est ma mission, donc je suis à votre service, au service de ma communauté, au service de mon pays, et je crois qu'il en est de même pour vous, donc qui faites partie de ces structures, n'est-ce pas? Regardez Jean-Luc, qui n'est même pas haïtien, qui est donc là, et combien il est
donc raisonnable pour qu'un Haïtien prenne donc les causes haïtiennes justement donc à deux bras, quoi. Donc telle est donc ma mission. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci donc à toute l'équipe, à Jean-Luc, à Mackenzie Tout-Puissant, donc à Madame Gerville, à bien sûr Madame Saint-Ville. Merci à l'équipe technique en Dash Live composée bien sûr du couple Fortuné. Merci à vous, merci pour la réalisation, pour la conception de cette émission. Je dirais très belle émission. Merci à vous, bien sûr, téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à cet instant. Il est très tard, mais vous avez été là, présents. Vous avez vécu notre retard. Vous avez vécu aussi donc tous les déroulés de l'émission. Je vous dis donc à très bientôt pour une émission similaire. Allez, à bientôt. Merci H-Live. Je suis Esther Saint-Ville, présidente de la PAFA. Jean-Luc Galbrin, bénévole au sein de la PAFA. La PAFA et son réseau associatif, le secteur religieux, les partenaires, les entrepreneurs se sont réunis pour aider les victimes du séisme du Grand Sud d'Haïti. Dans le cadre d'une réponse rapide, les associations du réseau de la PAFA sont en lien direct avec leurs partenaires locaux. Parallèlement, nous avons pris contact avec le COUN. Le COUN qui est le Centre d'opération d'urgence nationale qui coordonne les actions aussi bien nationales qu'internationales en réponse aux victimes du séisme. Ce centre a mis à disposition 2 agents de la protection civile qui accompagnent les actions de la PAFA. Il est rappelé que les actions de la PAFA se veulent des actions concrètes en réponse aux besoins des populations les plus touchées par le séisme. Ceci est permis grâce au réseau de partenaires de la PAFA qui connaissent les besoins des populations et connaissent les modalités d'action adaptées. Nous faisons appel à votre générosité. Les coordonnées bancaires se trouvent en bas de l'écran. Rejoignez-nous. Soyons tous unis pour la reconstruction et le développement en Haïti. Nous comptons tous et toutes sur vous. Comme vous aussi, vous pouvez compter sur nous.